Bonjour, Monsieur le ministre. Je m'appelle Elash Kandé Sagna. Nous vous souhaitons le bienvenu au Sénégal. Alors, Monsieur le ministre, pour commencer nos questions, on aimerait bien que vous reveniez un peu sur les relations diplomatiques ou bilatérales entre l'Iran et le Sénégal. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. L'Iran et le Sénégal sont deux pays importants dans la région de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique de l'Ouest. Les deux pays ont des relations de longue date, des relations historiques très enracinées. Le point important dans les relations bilatérales entre les deux pays, c'est que durant les dernières années ou la dernière décennie, les responsables et les autorités des deux pays ont eu des voyages, des visites et des déplacements vers les capitales des deux pays. Et dans le cadre de ces visites, d'importants projets et d'importants accords ont été signés entre les deux présidents ou les autres autorités iraniennes et sénégalaises. Et divers projets ont été agréés, dont je tiens à citer le projet de l'usine de construction d'automobiles Seniran Auto, que les Sénégalais connaissent bien, ce qui montre en soi un grand investissement de la part de l'Iran dans l'infrastructure l'infrastructure du Sénégal, et ce qui montre également le regard stratégique et de longue date que l'Iran accorde à ses relations avec le Sénégal. Bonjour Monsieur le ministre, c'est Abdou Kogne-Sall de l'agence de presse sénégalaise. Monsieur le ministre, en fait, votre présence ici à Dakar, entre dans le cadre de la tenue du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Aujourd'hui, quelles sont les raisons de la présence de l'Iran dans ce forum, premièrement? Et deuxièmement, quel peut être l'apport de l'Iran dans la consolidation de la paix et de la sécurité dans la sous-région ouest africaine? Comme vous savez, l'une des raisons de l'insécurité et du manque de stabilité dans le monde, c'est la gouvernance unilatérale des pays occidentaux, plus particulièrement les États-Unis. En d'autres termes, des puissances occidentales, y compris les États-Unis, pour assurer leurs intérêts illégitimes, ils mettent en place des procédures et des mécanismes illégitimes qui ne sont pas compatibles avec les intérêts des nations, y compris des nations africaines, et parfois ils vont même à l'encontre des intérêts de ces nations, ce qui cause ainsi des conflits, des instabilités et des manquements de paix dans différentes régions du monde, y compris dans certaines parties du continent africain. Alors, le forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique était une bonne opportunité, une bonne occasion pour que la République islamique d'Iran aussi puisse y prendre part pour présenter et exprimer ses points de vue sur ces questions sécuritaires, ces questions de paix durable dans différentes parties du monde, y compris dans le continent africain. Et aussi, c'était une très bonne occasion pour avoir des échanges de vues et de consultations avec d'autres acteurs, d'autres activistes de cette question qui se sont réunis ici à Dakar pour parler sur ce sujet. Le point de faiblesse de l'ordre mondial actuel, qui est décadent également, c'est que l'actuel ordre mondial n'a pas été établi à partir et sur la base de la volonté et de la décision de tous les pays du monde, y compris la plupart des pays du continent africain. Si nous voulons qu'il y ait un ordre et une paix et une sécurité durable et instable dans le monde, il faut que tous les pays du monde puissent y participer et y faire valoir leurs décisions et leurs volontés. Plus particulièrement les pays africains, il faut qu'ils puissent jouer leur rôle, qu'ils puissent participer et qu'ils puissent contribuer également comme ils le méritent dans la constitution d'un nouvel ordre mondial et de bénéficier du statut et de la position qui leur revient. Alors, la stabilité
la paix et l'ordre que la République islamique d'Iran propose, c'est un ordre qui n'est pas infligé ou qui n'est pas décidé de l'extérieur des nations. Non, c'est un ordre qui est décidé par les nations et qui trouve ses racines dans la volonté interne de toutes ces nations-là. Un autre point, c'est que aujourd'hui, le continent africain et les pays africains sont un joueur, disons, ou un élément actif, mature et compétent. Ils n'ont pas besoin de tuteurs. Et les autres pays aussi, plus particulièrement les pays occidentaux, ne devraient pas se permettre d'imposer leurs décisions et leurs volontés sur les pays et les nations africains, mais par contre, ils devraient laisser la place pour que l'Afrique aussi puisse contribuer de manière digne à cet ordre mondial, qu'il puisse contribuer grandement à la stabilité durable, à la paix durable et à un ordre durable et stable. Alors je crois que si les autres pays laissent le continent africain atteindre son statut, le statut qu'il mérite, ce serait également dans l'intérêt des autres pays, parce que la stabilité et la sécurité dans l'Afrique, c'est à l'avantage de tous les autres pays. Un autre point, justement, c'est que c'est l'ingérence et l'intervention des étrangers dans les affaires des pays africains, surtout dans les affaires concernant la sécurité et la stabilité dans le continent africain. C'est cette ingérence qui est justement source de cette insécurité, de la propagation de l'insécurité et de l'institutionnalisation de certaines tensions ou de certains conflits au sein du continent africain. Justement, la situation tumultueuse qu'on voit dans certaines parties du continent africain, y compris la formation des groupes terroristes. Et ils ont leurs racines à l'extérieur du continent africain et ils ont été causés par l'ingérence et l'intervention des étrangers. Alors, pour dire que si les étrangers ne s'ingèrent pas dans les affaires du continent africain, je crois que les pays du continent africain, ils ont eux-mêmes la capacité, le potentiel et le pouvoir de décider pour leur propre paix, leur propre stabilité et leur propre destin. Vous savez que les Occidentaux, enfin les colonisateurs d'antan, aujourd'hui, sous couvert des propositions telles que la présence pour aider le continent africain à progresser, à développer, ils utilisent ces slogans-là comme une couvert pour poursuivre encore leurs objectifs d'antan. Mais on sait que non seulement ils ne poursuivent pas le progrès et le développement du continent africain et des pays africains, mais ils l'utilisent aussi comme un instrument pour institutionnaliser l'insécurité, le terrorisme, l'insurrection, mais aussi les tensions dans certaines parties du continent africain. Mais je crois que les pays africains aujourd'hui, ils sont plus vigilants, plus intelligents, plus matures que de se laisser tromper par ces slogans de progrès et de développement avancés par les Occidentaux. Ils ne laissent plus les étrangers s'ingérer dans les affaires intérieures et internes des pays africains. Et je crois que le paradigme et le modèle qui pourrait être suivi et qui pourrait être bon pour tous les pays du monde, en l'occurrence les pays africains, c'est de suivre un modèle basé sur l'intérêt des peuples africains, sur la volonté des nations africaines, et en faire vraiment, sur la base de cette volonté et de ces intérêts propres aux Africains, en faire un modèle pour la sécurité, le développement et le progrès envisagés pour le futur du continent. Alors, justement, la situation sécuritaire au Sahel demeure une véritable préoccupation pour nos dirigeants. Alors, comment l'Iran compte-t-il effectivement accompagner ou alors aider les pays africains justement à régler cette question sécuritaire, surtout au Sahel? Comme j'ai souligné dans mes propos lors du Forum de paix et de sécurité à Dakar, la République islamique d'Iran est disposée à mettre
en œuvre toutes ces capacités, toutes ces possibilités nationales, régionales et internationales pour contribuer à la stabilité, à la paix durable dans le continent africain, plus particulièrement dans la région du Sahel. Alors, nous sommes tout à fait prêts à avoir des interactions, à avoir des discussions et des échanges de vous à différents niveaux pour aider vraiment cette partie du monde à aller de l'avant vers le progrès et le développement et la stabilité. La République islamique d'Iran ne manquerait aucun effort dans ce sens. Alors, un autre point sur lequel je voudrais insister, que j'ai souligné également dans mon discours d'hier, c'est que je crois que les pays africains pourraient également penser et bénéficier des organisations multinationales et multilatérales. Enfin, c'est les organisations comme BRICS et comme l'organisation de Shanghai, dont la République islamique d'Iran fait membre. Je crois que les autres pays aussi peuvent penser à utiliser et à tirer partie des possibilités de ces organisations multilatérales où participent les pays émergents qui ont beaucoup de capacités et de potentiel. Alors je crois que ça aussi, ça pourrait être un élément qui pourrait grandement contribuer à la stabilité dans ces pays et qui pourrait aider également les autorités sénégalaises, les autorités de cette partie du continent africain de pouvoir décider de manière indépendante pour le sort de leur pays, mais également pour résoudre les problèmes qui existent dans cette sous-région. La République islamique d'Iran, avec ses expériences de 4 décennies dans la confrontation au terrorisme, tant à l'intérieur de pays que dans la région, alors elle est tout à fait disposée à partager ses expériences avec les pays africains qui sont volontaires enfin, et qui sont sérieux pour confronter ce fléau-là, ou enfin avec les pays qui sont aux prises avec le fléau du terrorisme. Alors la République islamique d'Iran est là pour les accompagner de manière sérieuse et efficace à contrer à la fois contre les racines et les causes du terrorisme et les mercenaires enfin, du terrorisme dans cette région pour que ces pays-là aillent vers une stabilité et une paix durable, ce qui préparerait le terrain au développement et au progrès dans ces pays-là. Oh, merci. En fait, concrètement, qu'est-ce que la République islamique d'Iran compte faire pour renforcer sa présence en Afrique, sur le continent africain? Est-ce qu'on peut envisager un jour, par exemple, de voir un sommet Iran-Afrique à l'image de ce que font les autres, c'est-à-dire Russie-Afrique, États-Unis-Afrique, Chine-Afrique et France-Afrique? Je crois qu'il y a 1 an et demi, il y avait un sommet tenu à Téhéran dans lequel ont pris part certains ministres des pays africains et je crois que et nous envisageons vraiment dans un avenir pas très lointain d'organiser un sommet à Téhéran où participeraient les autres autorités africaines pour que dans ce sommet on puisse mettre en œuvre et penser pour élaborer un processus, un mécanisme convenable pour la participation bilatérale irano-africaine pour que l'Iran puisse de manière plus concrète entrer dans une coopération concrète et tangible avec le continent africain pour être à côté du continent africain sur la voie du progrès et du développement. Bonjour Excellence. Nous allons aborder le chapitre Palestine de notre entretien. Aujourd'hui, que pensez-vous de ce qui se passe sur le terrain en Palestine, notamment au Gaza? Ça, c'est un. Deuxièmement, que fait concrètement la République islamique d'Iran pour aider le peuple du Gaza? Merci. Bon, en ce qui concerne la question qui se passe ces jours-ci à Gaza, il faut prendre en compte que en réalité, ce n'est pas une guerre qui passe là-bas, mais c'est un génocide complet. C'est un crime contre l'humanité, un crime évident contre l'humanité qui se passe actuellement à Gaza. Vous savez que l'objectif des sionistes dans ce génocide et ce crime n'était ni les bases militaires, ni les installations militaires à Gaza,
mais c'était plutôt les hôpitaux, les immeubles et les hébergements du peuple innocent de Gaza. En fait, ce qui était dans le camp opposé des sionistes n'étaient pas des forces militaires, mais les sionistes voyaient les sionistes faisaient face à des enfants et à des femmes innocentes. Quelques 70% de ceux qui sont tombés en martyrs ont été tués, massacrés pendant ce conflit de 50 jours. 70% d'entre eux étaient des femmes et des enfants innocentes. Aucun de ces femmes et enfants innocents n'étaient ni des pilotes d'avions de chasse, ni des pilotes de chars, ni des pilotes de véhicules blindés. Non, c'était des gens ordinaires qui menaient leur vie ordinaire dans leur maison. Ces jours-ci, le monde entier a été témoin de la sauvagerie et de la cruauté des sionistes. Et ils ont gardé un silence amer, ce qui a révélé de plus en plus la nature des Occidentaux face aux questions humaines, aux questions des droits de l'homme. Vous savez que les Occidentaux, dans le cadre de l'école libéralisme, ils propagent qu'ils mettent tout sur l'homme en tant que le centre du monde et qu'ils accordent toute importance à l'homme en tant que le point focal dans toutes les décisions du monde et que, pour cette raison, l'humanité n'a pas besoin de religion ni d'autre chose pour gérer le monde. Alors, l'homme suffirait et que l'homme est tout dans l'école libéralisme. Mais aujourd'hui, on voit que dans le conflit à Gaza, les Occidentaux sont face à un paradoxe, conceptuel. Un paradoxe d'école même et de pensée. C'est que à Gaza, ils font face et ils sont en train de tuer l'homme. Ils sont en train de tuer la volonté de l'homme et que les Palestiniens, le peuple innocent de la Palestine ne veulent qu'une chose et c'est justement l'identité humaine, l'existence humaine et les droits humains, les droits de l'homme. Alors les Occidentaux et les sionistes, là, ils font face vraiment à l'humanité en entière. Bon, il faut se poser une question ici, et c'est que, les gens épris de liberté et les gens libres du monde entier se posent cette question sur la civilisation et la culture occidentale pour savoir vraiment quelle place l'homme détient et possède dans la civilisation et la culture occidentale. Quelle est la place de l'homme dans la civilisation et la culture occidentale? Alors, dans ce cadre, et pour répondre à cette question, il faut voir que le peuple palestinien ne veut que avoir le droit de décider pour leur propre sort, pour leur propre destin, pour le destin de leur patrie et leur pays. Mais les forces d'occupation ne veulent pas permettre aux Palestiniens d'avoir et de jouir d'un tel droit. Et les Occidentaux aussi, plus particulièrement les États-Unis, ils sont là avec tous leurs équipements, tout leur soutien, toutes leurs possibilités pour ne pas permettre au peuple palestinien de jouir de ce droit. Et les sionistes aussi, avec les crimes les plus catastrophiques, ils s'opposent au peuple palestinien et ils ne veulent pas leur permettre d'avoir droit à décider pour leur propre destin. Dans leur propagation ou dans leur prétention, les sionistes ont dit qu'ils ont ciblé quelques hôpitaux parce qu'ils pensaient qu'il y avait des tunnels en dessus de ces hôpitaux-là. Mais alors, il faut leur poser cette question. Même si, supposons qu'il y avait des tunnels sur ces hôpitaux, est-ce que lorsque vous ne permettez pas au peuple palestinien d'être en sécurité et d'être en abri sur terre, alors ils n'ont d'autre choix que de chercher refuge et de chercher un abri, un asile sous la terre, Et deuxièmement, est-ce que avoir cherché un abri sous la terre, sur sa propre sa propre patrie, est-ce que c'est un crime? Non, c'est pas ça, mais bon, et les sionistes, sur de tels faux prétextes, ils se permettent de commettre ce genre de crime. Et les Occidentaux devraient savoir que
les sionistes sont une force d'occupation sur le territoire palestinien. Et le passage de temps n'apporte pas de légitimité à l'occupation israélienne sur le territoire palestinien. Et les sionistes aussi devraient penser à ce que leurs crimes ne leur apportent pas de légitimité, mais par contre, ces crimes vont continuer à exacerber, à mettre en colère l'opinion publique du monde entier, et c'est que par leurs propres mains, les sionistes sont en train d'avancer la fin de leur existence. Maintenant, on va aborder la question du nucléaire en tant que négociateur en chef du programme. Aujourd'hui, quels sont les obstacles à la mise en œuvre de l'accord de Vienne? Bon, vous savez que sur le nucléaire iranien, en 2015, nous avons conclu, la République islamique d'Iran a conclu un accord avec le groupe connu sous le nom de 5+1. Cet accord qui a été nommé JCPOA. Mais ce qui a entravé la mise en œuvre de cet accord était justement la mesure unilatérale, illégale et illogique des Américains qui se sont retirés de cet accord de manière unilatérale, et en effet ce sont les Américains qui étaient un obstacle pour la mise en œuvre de cet accord. La relance de cet accord dépend du retour logique des Américains sur la bonne voie et de remplir leurs engagements, les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de JCPOA, de cet accord de 2015. Bon, en fait, les Occidentaux nous présentent l'Iran comme un pays dans lequel on ne respecte pas les droits des femmes, on ne respecte pas les minorités, et il y a beaucoup de persécutions et tout ça. Et aujourd'hui, 44 ans après la révolution iranienne, quelle est la réalité en fait? Quelle est la réalité? Vous savez que la question des droits de l'homme est un instrument de la politique étrangère des États-Unis et de quelques pays occidentaux. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils ne peuvent pas assurer leurs intérêts par d'autres moyens, ils abusent de la question des droits de l'homme pour pouvoir arriver à leurs objectifs. C'est pourquoi l'année dernière, ils ont pris comme prétexte le décès d'une jeune fille iranienne, la jeune fille qui avait déjà fait une opération chirurgicale, qui avait déjà une historique, disons, d'être hospitalisée à l'hôpital pour une chirurgie. Ils ont pris comme prétexte le décès de cette jeune fille pour en faire un tumulte et un grand débat sur la scène internationale. Et par contre, vous voyez qu'ils sont silencieux et qu'ils font preuve d'une inertie complète face au massacre de plusieurs milliers de femmes et d'enfants palestiniens. Comme je viens de dire, 70% de ceux qui ont été tués pendant ce conflit de 50 jours ont été des femmes et des enfants. Et non seulement les Occidentaux ont fait preuve d'un mutisme amer, mais ils ont également soutenu Israël avec toutes sortes d'armes, d'équipements et de munitions. Alors, pour dire que la propagation et les fausses informations des Occidentaux sur la question des droits de l'homme n'est qu'une tromperie, n'est qu'une pure tromperie, un pur mensonge. Et ils cherchent à arriver à ce qu'ils n'ont pas su arriver par d'autres moyens, à assurer les objectifs qu'ils n'ont pas su obtenir par d'autres voies illégitimes contre la nation iranienne. Par contre, je dois vous dire qu'aujourd'hui, les femmes et les filles constituent une grande majorité, sur la scène scientifique iranienne, la majorité des étudiants, des enseignantes et des corps professoraux dans les universités iraniennes sont constitués des femmes et des filles. Vous pouvez voir également les femmes iraniennes sur les podiums sportifs dans les compétitions asiatiques, mondiales et même dans les Jeux olympiques. Les femmes
femmes jouent un grand rôle dans les progrès, dans les avancées de pointe, mais aussi dans les productions économiques de l'Iran. Alors, pour dire que ce rôle que joue la femme iranienne sur le plan et sur le devant des activités sur la scène iranienne, ce rôle et cette participation des femmes a mis en colère les Occidentaux. Et pour se venger vraiment de cet échec qu'ils ont eu face à la République islamique d'Iran, ils cherchent à utiliser ce prétexte pour nuire à l'Iran. Et il y a quelques jours, un journaliste occidental qui m'a posé la même question sur le sort de cette jeune fille iranienne. Je lui ai répondu que bon, après son décès et pour créer des propagations, des propagandes et aussi des fausses informations, certains pays européens ont nommé certaines avenues, certaines rues dans les capitales des pays européens sur le nom de cette jeune fille. Je lui ai posé alors cette question que si vous voulez faire de même et mettre le nom des femmes, des filles et des enfants innocents palestiniens qui ont été tués par les sionistes, si vous voulez mettre leur nom sur les rues ou les ronds-points dans les capitales des pays occidentaux, les rues et les ronds-points vont vous manquer. C'est-à-dire que vous n'aurez pas autant de ronds-points et de rues pour pouvoir mettre ce nom-là. Autant qu'il y a de femmes et d'enfants innocents tués en Palestine. Alors, pour résumer, pour dire que cette narration, cette propagation des Occidentaux sur la question des droits de l'homme ou des droits des femmes n'est qu'un pur mensonge pour obtenir leurs souhaits illégitimes contre la République islamique d'Iran, et leurs prétentions vont tout à fait à l'encontre des statistiques officielles qui ont été présentées par les instances bien connues internationales. Je dois dire que l'un des problèmes dont souffrent aujourd'hui les médias, c'est que les informations n'ont pas transmises de manière directe. Ici, je saisis l'occasion pour vous inviter de venir en Iran et de voir de près les réalités qui existent en Iran de manière concrète, et que vous voyez de près vraiment les réalités qui se passent. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la plupart des informations diffusées dans les médias des pays africains, y compris peut-être au Sénégal, sont des informations, de seconde main. C'est-à-dire vous prenez vos informations concernant l'Iran, ou bien à partir de quelques agences importantes internationales, ou bien c'est Associated Press, ou bien c'est Reuters, ou bien c'est France Presse ou France 24, pour dire que, par exemple, les informations qui devraient venir de Téhéran à Dakar n'y viennent pas de manière directe, mais ils passent soit par d'autres capitales du monde. Ils passent soit par Washington avec Associated Press, soit par Londres avec Reuters, ou par Paris avec France Presse ou France 24, pour dire que ce sont des informations manipulées ou truquées dans les capitales de ces trois pays-là. Et c'est naturel que ceux qui n'ont pas su obtenir leurs objectifs, ils ne sont pas en bon terme avec la République islamique d'Iran, et ils essaient de propager des informations truquées, des fausses informations, et parfois même des mensonges. Parce que la République islamique d'Iran ne les a pas laissés d'aboutir à leurs objectifs, d'atteindre leurs objectifs et leur extravagance illégitime en République islamique d'Iran. Alors, je crois que la solution à cette manipulation et à ces fausses informations, c'est que nous et vous, nous puissions être en contact direct, que vous puissiez venir à Téhéran pour refléter directement la réalité de Téhéran et vice-versa, pour qu'ensemble, on puisse avoir accès à des informations correctes, à des informations justes et précises. Bon, malheureusement, aujourd'hui, les médias constituent une part importante de l'empire unilatéral des Occidentaux qui cherchent à dominer le monde. C'est-à-dire, c'est une partie de l'empire unilatéral de domination des États-Unis plus particulièrement, ou de certains pays occidentaux. Alors, il y a des solutions à ça, et c'est vraiment d'être en contact direct et de refléter de manière directe les informations de part et d'autre. Voilà, merci, nous arrivons
au terme, n'est-ce pas, de cet entretien. Encore merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé donc vraiment quelques minutes, n'est-ce pas, d'entretien. Nous vous souhaitons vraiment un bon séjour à Dakar et un bon retour, n'est-ce pas, en Iran. Merci. Merci. Merci beaucoup.